Bonjour à tous, vous êtes dans une session sur les architectures hybrides, sur comment connecter vos data centers, vos autres entreprises avec AWS, avec les différentes options de connectivité, et en particulier, pourquoi utiliser Direct Connect. Je m'appelle Nicolas Durier, je suis solution architecte chez Amazon Web Services et je serai accompagné de Didier Roy, des sites Carglass, qui témoignera du coup de son usage de ces architectures hybrides chez Carglass. Alors, il est essentiel de fournir une connexion fluide entre vos réseaux d'entreprise et le cloud AWS, mais bon, dans l'absolu, on ne crée pas une connexion pour la connexion, c'est les usages applicatifs, les applications qu'on veut porter et les dépendances hybrides qu'on va avoir entre le cloud et vos data centers, vos réseaux d'entreprise, et inversement, qui doivent être considérés pour concevoir ces scénarios de connectivité. Et on verra du coup dans notre présentation 3 points principaux. Sur les cas d'usage que je vais avoir dans mon entreprise, quelles sont les options pour se connecter au cloud AWS. Ensuite, laquelle ou lesquelles correspondent mieux à mes cas d'usage. Et enfin, comment assurer dans tout ça la haute disponibilité. Passons du coup d'abord sur les cas d'usage. Enfin, les cas d'usage sont multiples. On a des clients qui, par exemple, commencent sur le cloud en faisant des scénarios de backup ou d'archivage. On va stocker des sauvegardes de bases de données, des documents pour des raisons de compliance, ou on va assurer juste du backup technique d'applications dans le cloud. D'autres ont des ambitions plus importantes avec par exemple des plans de reprise sur incident. Comment utiliser le cloud comme plan de reprise sur incident sur un data center, ou comment, à plus large échelle, faire une migration de mes applications existantes de mon data center vers le cloud. Enfin, on a des scénarios plus variés aussi, où par exemple on va utiliser des bureaux virtuels avec des services comme Amazon Workspaces ou Amazon AppStream pour proxifier l'accès vers des applications internes. Et dans ce cas-là, effectivement, on a aussi besoin d'une connectivité à faible latence et à haut débit pour assurer une qualité de service satisfaisante. On a aussi beaucoup de clients qui constituent des architectures hybrides où une partie de l'application est sur les data centers historiques du client et une partie plus nouvelle, souvent, est dans le cloud, avec ici un exemple d'architecture 3 tiers avec des serveurs web et des serveurs applicatifs dans le cloud et une base de données qui est plus au niveau du data center du client. Les cas sont très variés et dans l'absolu, chez un client donné, il n'y a rarement qu'un cas d'usage. Il y en a plusieurs qui s'accumulent, qui se somment, et il faut prendre en compte l'ensemble de ces besoins avec des applications dans le cloud ou des services dans le cloud, des applications dans vos data centers et des dépendances croisées, des applications dans le cloud qui ont besoin de back-office souvent historiques dans vos data centers, ou inversement, vos data centers qui ont besoin de services cloud pour certaines applications. Et en sommant l'ensemble de ces besoins, on va avoir un certain nombre d'exigences de débit, de latence, de disponibilité, et on va prendre ça en point d'entrée pour concevoir la meilleure architecture de connectivité. Alors, les solutions de connectivité sur le cloud sont multiples, on en a 4 aujourd'hui. La première, c'est ce qu'on appelle le client VPN, donc la capacité d'un point de vue client d'un accès sécurisé pour tout type d'équipement qui supporte un client OpenVPN, on rentrera un petit peu en détail derrière. La possibilité de constituer un VPN software, de faire tourner votre propre applicatif sur des instances EC2 qui auraient par exemple une plaque publique pour accéder en VPN, ou utiliser le service managé d'AWS, le VPN hardware, pour se connecter de façon résiliente au cloud. Enfin, la dernière option, qui est souvent privilégiée par les entreprises dès qu'on commence à avoir des usages importants et qu'on a besoin d'une latence et d'un débit garanti, AWS Direct Connect. Alors, commençons par la première, le client de VPN. Le client VPN, c'est une offre qui a été lancée en novembre dernier, en novembre 2018 à re:Invent, donc assez récente. Elle permet en fait de prendre un client de type OpenVPN, donc c'est supporté sur un grand nombre d'équipements, de se connecter via une connexion TLS, software, et ensuite d'accéder de façon sécurisée au cloud, à mon VPC, mais aussi par extension à toutes les ressources auxquelles mon VPC a accès. Donc à Internet éventuellement, ou à d'autres VPC, ou à d'autres réseaux connectés. C'est entièrement intégré, dans la mesure où c'est un service qui est entièrement managé par AWS. Vous avez juste à déclarer le service et on gère pour vous les instances et tout l'applicatif correspondant, le patching des OS et compagnie. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi accéder aux autres ressources AWS depuis ce VPN. Enfin, on a capacité de fédérer l'accès à ce VPN avec l'identité, notamment avec un Active Directory, pour faire en sorte que vos utilisateurs finaux puissent se connecter avec leur login mot de passe classique de votre réseau d'entreprise. Cette option VPN, elle reste pour des connexions plutôt ponctuelles, ou des connexions d'utilisateurs finaux, ou des administrateurs qui vont se connecter à votre VPC. Ce n'est pas ce qu'on va utiliser pour faire du site à site. Donc c'est une option qu'on évoque ici, mais si on veut vraiment faire des connectivités hybrides, ce n'est pas celle qu'on va privilégier. Et non moins intéressant de savoir qu'elle existe. La deuxième option pour se connecter, c'est de monter un VPN hardware. Le VPN hardware, c'est l'offre que nous proposons à notre service manager, c'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer de serveur, c'est un VPN qui est géré pour vous par AWS, pour vous connecter de site à site, donc typiquement de votre réseau d'entreprise, à AWS de façon sécurisée. Alors comment ça se passe? Sur la droite, j'ai mes data centers d'entreprise.
avec, là je prends un exemple avec 2 data centers avec une connectivité, ça me permettra après d'évoquer des use cases redondés. Et sur la gauche, je vais retrouver AWS, et souvent, c'est un AWS, j'ai créé plusieurs réseaux virtuels, plusieurs VPC. VPC, c'est différent, Virtual Private Cloud. Donc mes VPC vont correspondre souvent à différents domaines applicatifs, et si je veux, à un moment donné, sur un de ces VPC, pouvoir attaquer des applications dans mon data center ou inversement, je vais pouvoir monter un VPN. Alors comment ça se passe derrière? Au sein du VPC, on va créer ce qu'on appelle une Virtual Gateway, donc une passerelle virtuelle en français. J'essaie de faire les flammes en français au niveau du CIMI, donc je vais traduire quelques notions, mais on a tendance à utiliser des acronymes anglais néanmoins. Donc VGW. Et l'équipement logique qui va initier le VPN du point de vue client va s'appeler Customer Gateway, donc passerelle cliente en français. On va demander à ces passerelles clientes d'initier un tunnel IPsec vers 2 IP publics pour monter sur Internet un VPN qui va assurer la connectivité. Alors pourquoi 2 IP? Vous le savez sans doute, les régions AWS sont découpées en unités logiques, qui s'appellent des zones de disponibilité, pardon, en français. Ces zones de disponibilité correspondent à des data centers qui sont regroupés par profils de risque différents, donc avec des arrivées électriques différentes, des arrivées réseau différentes, et des risques environnementaux différents, notamment des expositions aux crues, par exemple. Et on groupe nos data centers en zones de disponibilité, et couramment, dans une région, il y a 3 zones de disponibilité. L'idée sur le VPN, c'est qu'on vous donne 2 IP différentes, 2 IP publiques différentes, qui correspondent à 2 zones de disponibilité différentes pour assurer la redondance de notre côté. C'est-à-dire que s'il y a une panne sur un data center, ce qui n'arrive pas souvent, mais qui pourrait arriver, on va tomber en failover sur l'autre IP. On va monter du coup 2 tunnels IPsec en actif-passif pour la connectivité. Sur le VPN hardware, on supporte des fonctionnalités classiques de VPN, de l'AES 256 pour le chiffrement, des clés prépartagées configurables. Le routage peut être statique ou effectué en BGP, et dans le cas où il est en BGP, vous pouvez apporter votre propre ASN si vous en avez un, vous pouvez utiliser un ASN privé pour le routage. Et enfin, étant un service managé, l'ensemble des métriques de connectivité, de débit, de disponibilité des flux sont exposés dans CloudWatch, qui est l'outil de monitoring du cloud AWS. Donc vous allez retrouver des métriques et vous allez pouvoir aussi définir des alertes pour prendre des actions manuelles ou programmatiques. Bien sûr, dans l'absolu, là, on a monté de la résilience sur le côté gauche, côté AWS, mais pas sur la droite. On dépend d'un seul équipement dans vos data centers d'entreprise. Donc notre recommandation sera d'étendre cette architecture avec 2 pattes, avec un total de 4 tunnels IPsec, parce qu'on va monter 2 plus 2 pour avoir des redondances doubles des 2 côtés. À partir de là, on a une connexion VPN satisfaisante. Dans l'exemple qu'on a pris, on a une seule virtual gateway sur un seul VPC. Dans pas mal de cas d'usage, ça peut être assez vite complexe de monter 4 tunnels VPN pour chacun des VPC. Si j'ai un certain nombre de VPC, depuis Release dernier, donc depuis novembre dernier, on a lancé côté AWS un nouveau service qui s'appelle Transit Gateway. Transit Gateway est un service qui permet d'une part de lier plusieurs VPC entre eux et de configurer des règles de routage pour autoriser ou interdire certains flux au niveau IP. Et Transit Gateway peut être aussi le point de terminaison de votre VPN. Dans ce cas-là, vos tunnels IPsec que vous avez montés sur Transit Gateway peuvent profiter à l'ensemble de vos VPC. Et vous avez toujours le contrôle de l'ouvrir ou non sur un VPC par rapport à des règles de routage. De plus, Transit Gateway supporte une fonctionnalité intéressante sur les tunnels VPN. Il supporte ICMP. ICMP, c'est un acronyme anglais qui signifie Equal Cost Multiple Path. Pardon, j'ai du mal en anglais, merci. Equal Cost Multiple Path, ça veut dire qu'on va pouvoir faire de l'actif-actif sur le lien IPsec. C'est-à-dire que si j'avais 2 liens ici, au lieu d'avoir un lien actif, c'est des liens qui font 1,25 gigabits par seconde maximum, je vais pouvoir en utiliser plusieurs en parallèle et monter à 2,5, puis à 5, etc. si j'en ai besoin. Ça a été testé de notre côté jusqu'à 50 gigabits par seconde, ce qui est déjà beaucoup sur du VPN, et souvent on a d'autres problèmes de saturation avant sur un tunnel qu'on monte sur Internet. Mais c'est une possibilité qu'offre Transit Gateway, ce n'est pas offert par le scénario précédent, où on est sur une seule patte sur Virtual Gateway. Donc c'est un point à savoir aussi. Donc en résumé, le VPN hardware, avant de passer au cœur de Direct Connect, c'est, en termes de mise en œuvre, c'est le plus simple. C'est quelques minutes, c'est vraiment un circuit logique qu'on monte sur Internet. Vous avez souvent une connectivité Internet. Le routage, il peut être statique ou dynamique en BGP. Il est à reproduire sur chaque VPC, ou alors on peut utiliser Transit Gateway. En termes de résilience, on est naturellement résilient si on respecte les bonnes pratiques qu'on a vues avant, d'avoir utilisé les 2 IP et de multiplier les points de terminaison de votre côté. Il faut aussi penser à la résilience de votre propre connectivité Internet, bien sûr. Il ne suffit pas de monter 2 tunnels IPsec, mais il faut aussi avoir des connectivités Internet résilientes. Les coûts, on a un coût à la connexion qui est à 5 cents de l'heure par VPN, qui est très raisonnable, et après un coût de data en entrée qui est gratuit, et des data sortantes sur les coûts classiques d'Internet d'AWS, donc 9 centimes par gigaoctet
de données sortantes avec une tarification qui est dégressive au volume après. Enfin, en termes de performance, on a 1,25 gigabits maximum par tunnel, mais on est plutôt plus souvent contraint par la bande passante Internet du client que par cette limite-là, bien sûr. Et puis après, on peut les attacher en ICMP pour en avoir plus. Le point important, c'est que par rapport à cette architecture, il y a deux facteurs qui font que les clients considèrent souvent de sortir du hardware VPN pour passer à Direct Connect, qui est le cœur de notre session. Le premier, c'est le coût. Donc c'est le coût au port actif, enfin, au VPN actif est assez faible sur VPN hardware. En revanche, le coût au débit peut devenir prohibitif. Et alors qu'on commence à faire transiter beaucoup de données, ça peut être rentable de passer sur Direct Connect, rien que pour ce point-là. Le deuxième sujet, c'est la latence et le débit. On peut avoir des bandes de latence et des bons débits selon vos connectivités Internet. C'est fréquent d'avoir quand même des bons débits sur Internet. Néanmoins, ce sont des latences et des performances qui sont loin d'être garanties. Il y a souvent une forte variabilité en fonction de l'heure de la journée. Et c'est souvent un des points qui fait passer nos clients à Direct Connect. Alors si on passe justement à Direct Connect, on va zoomer un petit peu sur l'architecture. On va retrouver notre cloud AWS et ses différents VPC. Alors j'en ai toujours 3, mais on peut en avoir beaucoup plus ou beaucoup moins. Et on va retrouver nos deux data centers d'entreprise. Les régions AWS sont placées par rapport aux besoins de nos clients, mais ne sont pas forcément colocalisées avec vos points de présence réseau. Donc on a une notion intermédiaire qui s'appelle les emplacements Direct Connect, qui sont 89 emplacements dans ce monde, alors qu'on a 20 régions, ils sont plus nombreux, et qui sont positionnés dans des points d'interconnexion réseau courants. Donc à Paris, c'est Interxion, Equinix, Telehouse. Beaucoup de nos clients sont naturellement déjà présents dans ces points de présence réseau, et pourront directement du coup se connecter avec nous. Ou inversement, s'ils ne sont pas directement présents, beaucoup d'opérateurs télécoms sont eux-mêmes souvent présents dans ces points de connexion réseau et pourront acheminer la connexion du client jusqu'à ce point de présence réseau. Donc on va commencer avec des équipements. Dans ces emplacements Direct Connect, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une connectivité forte avec des régions AWS, avec le backbone AWS, d'une part. Et d'autre part, on trouve des routeurs sur lesquels vous allez pouvoir directement vous brancher pour avoir la performance attendue et une latence et un débit de meilleure qualité. Alors comment ça se passe? On voit ici nos 20 régions. 20 régions en Europe, hein, c'est l'Irlande, Londres, Paris, Stockholm et Francfort, avec Milan qui arrive bientôt. Le choix d'une région par un client, souvent, c'est pour être le plus proche de ses propres clients, pour des contraintes de latence ou pour des raisons de compliance aussi. On a souvent des sociétés européennes qui veulent avoir leurs données hébergées en Europe. Et pour rappel, lorsque vous choisissez une région, les données ne bougent pas de cette région sans votre décision, bien sûr. Et par rapport à ces régions, on retrouve ici les 89 emplacements Direct Connect, donc ils sont plus nombreux, qui offrent une plus forte capillarité, plus proche de chacun de nos clients. Un point de présence Direct Connect, naturellement, on va plutôt l'utiliser proche de la région, mais avec un service qui s'appelle Direct Connect Gateway, on a la possibilité, même si je choisis le point de présence Direct Connect un point de présence Direct Connect à Paris, de rayonner sur les autres régions via le backbone AWS. Donc là, je peux aller un peu partout dans le monde. La seule limite va être les deux régions chinoises qui, pour des raisons réglementaires, ont des accès réseau différents. Après, en termes de connectivité physique, on a différents scénarios. Le premier, un client qui, dans un cas favorable, est déjà présent dans un emplacement Direct Connect. Dans ce cas-là, via une demande d'API ou via la console, il va faire une demande de connexion pour réserver un port Direct Connect. En réponse à cette demande, il va recevoir un document qui s'appelle une Letter of Authorization, qui est un document officiel que vous pourrez présenter à l'hébergeur pour qu'il vous autorise à vous brancher sur notre routeur. Bien sûr, si vous lui demandez sur ce document, il ne va pas vous autoriser à se brancher comme ça, il y a quand même des contraintes de sécurité assez fortes. Ce document officialise cette possibilité, et donc on va faire ce qui s'appelle un cross-connect. On va juste tirer une fibre entre votre routeur ou le nôtre. Alors ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'on n'est pas forcément dans le même bâtiment, etc., mais il y a des mécanismes disponibles chez ces hébergeurs pour créer ce lien au niveau physique. Le deuxième cas d'usage, c'est lorsque, effectivement, vous n'êtes pas présent dans un de ces points de présence Direct Connect. Il se trouve que la plupart d'entre eux ont une liste d'opérateurs importante. La liste d'opérateurs concernés est disponible sur notre site, donc sur chacun point de Direct Connect, on peut trouver les opérateurs partenaires qui travaillent déjà avec nous et qui sont capables de vous acheminer jusqu'à ce point de présence Direct Connect. Donc vous en avez plutôt un près de chez vous, mais après, des fois, il faut travailler avec ces fournisseurs réseau pour trouver le meilleur optimum économique. Ce n'est pas forcément le plus proche qui est le plus rentable économiquement qu'un opérateur, mais vous voyez avec lui. Et après, cet opérateur va vous faire ce lien en rouge, monter un lien entre notre routeur et le vôtre. Dans ce cas-là, vous avez toujours un port dédié. Dans les deux cas précédents, vu que vous avez un port dédié de 1 giga ou 10 gigas, vous allez pouvoir aussi le saucissonner, c'est-à-dire le découper en VLAN et le faire pointer sur des VPC bien choisis pour réguler les accès au flux. Enfin, les accès aux différents VPC, pardon. Pour aussi faire la priorisation en termes de débit entre ces différents VLAN, pour pas qu'un réseau particulier phagocyte l'ensemble du débit des autres. Enfin, on a un dernier cas d'usage.
Beaucoup de clients ont aussi des connectivités opérateurs à large échelle déjà établis, des réseaux MPLS par exemple, dans le cas des grandes entreprises, ou alors sont connectés à d'autres opérateurs type Intercloud, dont la promesse est d'avoir une connectivité multicloud. Dans ce cas-là, ces opérateurs réseau ont souvent eux-mêmes déjà des connexions sur AWS, donc des ports qui sont déjà câblés, et ils peuvent vous créer des circuits logiques au sein de ces ports pour vous donner accès au cloud. Alors dans ce cas-là, attention, par contre, cette notion de VLAN est préemptée par l'opérateur telco, et donc ça veut dire que vous n'aurez pas la possibilité de créer plusieurs circuits logiques, c'est lui qui va utiliser ces notions de circuits logiques pour séparer le flux entre ces différents clients. Néanmoins, avec Transit Gateway, vous pourrez après équilibrer le flux entre vos différents VPC. Point de vigilance néanmoins, Transit Gateway ne supporte pas encore Direct Connect. Elle supporte le VPN qu'on a vu, pas encore Direct Connect, mais c'est quelque chose qui arrive très bientôt. Je vais laisser du coup Didier peut-être nous expliquer comment ils utilisent justement cette architecture hybride avant de reprendre la main sur la haute disponibilité. Bonjour à tous. Donc moi, ça sera moins technique. Je suis DSI. Donc je vais vous expliquer en fait ce que cette technologie nous a permis de faire et surtout ce qui va nous permettre de faire dans le futur. Donc Carglass, on est un groupe, on est le groupe Belron au niveau international, on est dans, donc vous le voyez, on est dans une trentaine de pays et on a le métier, c'est le bris de glace automobile avec des marques comme en France Autoglass. Carglass, Autoglass c'est en Angleterre. C'est la petite joke très belronienne. En France, on est 460 centres. On fait aussi du service à domicile. Donc si on peut se déplacer chez vous sur votre lieu de travail pour remplacer votre pare-brise. Et on est à peu près 3200 collaborateurs. Et chose nouvelle, c'est qu'on va lancer cette année le Carglass de la maison. Je fais un peu de pub. Donc je ferai pas la petite musique. Ça sera la même pour Carglass maison. Et donc en fait c'est du service de dépannage à votre domicile, que ce soit de la serrurerie, de la plomberie ou de l'électricité. Donc on se lance dans ce business puisqu'en fait les fondamentaux, les qualités, c'est les mêmes que pour le bris de glace automobile, c'est du dépannage d'urgence et c'est de la qualité de service et de la pub. Alors nos enjeux de transformation au niveau du système d'information, déjà pour nous dans notre ADN c'est avoir une expérience client qui soit toujours au top. Alors je ne sais pas si vous avez été client chez nous, mais pour nous c'est fondamental. Et systématiquement après une intervention on mesure la qualité client. C'est ce qui fait qu'on vise toujours le top 5 en termes de notoriété et qualité de service au niveau français. Donc ça veut dire qu'en termes de système d'information, là aussi, il faut assurer la qualité. On a des collaborateurs, comme je vous disais, qui sont en mobilité de plus en plus, donc ils sont sur le terrain. Et à terme, il y aura... l'idée, c'est qu'un technicien, il pourra tout faire à partir de son smartphone et accompagner le client à la limite de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation. Donc ça veut dire accès via de n'importe où. On va vers la dématérialisation totale, puisqu'en fait on a un certain nombre, on doit scanner la carte grise, scanner la carte d'assurance, on doit vous remettre un devis, il y a pas mal de papiers, ça c'est obligatoire, donc c'est de les dématérialiser. Et puis le Carglass Maison, notre objectif, on a racheté une petite société qui s'appelle Maisoning qui fait ça. Et en fait, l'objectif, c'est de multiplier par 10 le chiffre d'affaires en 5 ans. Et d'intégrer encore de nouvelles sociétés. Enfin, ce qu'on fait, c'est que pour les assureurs, pour certains assureurs, on fournit des services, notre expertise sur le bris de glace automobile. Et donc, on fournit des sites web en marque blanche, c'est-à-dire que vous allez sur le site d'un assureur, vous allez déclarer un sinistre. Ce sinistre, c'est un bris de glace automobile. À un moment donné, dans le parcours client, pour faire le diagnostic et la prise de rendez-vous, en fait, ce bout de site web, c'est nous qui le fournissons. Sachant qu'après, vous allez être routé chez Carglass, mais peut-être chez un concurrent.
parce que c'est neutre. C'est pour ça que c'est important, c'est indépendant, c'est marque blanche, et c'est un service que l'on vend en compagnie d'assurance. Enfin aussi, une caractéristique, c'est qu'on avait une infrastructure technique informatique vieillissante. On a des serveurs certains serveurs qui ont 10 ans d'âge, donc c'est très bien pour le cognac, pour des serveurs c'est un peu moins bien. Et puis chez un infogérant classique qui n'a pas compris ce que c'était que le cloud. Donc si on prend, là je vous ai mis un peu le modèle Gartner, ça fait chic Gartner, le modèle en trois couches d'un système d'information. Donc vous avez en bas tout ce que Gartner appelle la couche en record, enregistrement, c'est tout classiquement, schématiquement, c'est tout ce qui est back-office. Donc nous là, on a un ERP qui est Oracle Business Suite, on a toute la partie RH, bien évidemment, on fait beaucoup de DI avec les assureurs. Donc là, ça se caractérise par en fait des grosses bases de données, Oracle en l'occurrence, pas mal de flux dans tous les sens, des applications plutôt âgées, et puis surtout, important, c'est des applications qui évoluent lentement. C'est-à-dire un back-office, une comptabilité, c'est une des applications qui évolue le moins vite. La couche du dessus, c'est là où on met, dans le Gartner, c'est la couche différenciation, c'est là où on met vraiment le savoir-faire, c'est là où on met vraiment les choses qui sont purement métiers. Donc par exemple, nous, on a mis des applications spécifiques pour les tournées du service à domicile, pour optimiser les tournées des camions. Donc il y a des algorithmes assez sophistiqués pour faire ces calculs-là. Et la couche accès, c'est tout ce qui est application, typiquement c'est les accès. Donc c'est là où on met tout le parcours client, l'expérience client, l'expérience technicien, parce que c'est important aussi que le technicien il est avec le client, donc il ait aussi une bonne expérience. Et donc c'est les applications là récentes, c'est les applications qui évoluent très vite. Donc là c'est un peu, vous savez, l'informatique à 2 vitesses. Et là ça doit évoluer très vite. Et là on travaille typiquement en mode agile et on a des applications récentes et surtout c'est des applications qui sont accessibles à l'extérieur. Et en fait notre stratégie, nous, donc par rapport à ces caractéristiques-là et notre système d'information, on a fait le choix de dire notre back-office, de tout sortir notre infogérant. Déjà, à la base, on s'est tout sorti. On est en train, on finit là. Et de dire, en fait, on fait 2 parties. Une partie chez AWS et une partie, malheureusement, qu'on ne peut pas basculer chez AWS parce que grosse base de données Oracle, parce que architecture technique aussi compliquée, et puis parce que aussi on ne récupère pas toute la doc, donc on va avoir pas mal d'incertitudes, on va avoir des découvertes. Donc on se dit dans un premier temps, on va mettre ça en prime, et puis petit à petit, cette partie, puis c'est une partie comme je vous dis qui bouge assez lentement, basculer au fur et à mesure et qu'on va rénover les applications, basculer dans le cloud. Donc la partie on-prime, en fait, ce qu'on a fait, on l'a mis chez Equinix. Donc on a la chance. Donc on a juste à se brancher en cross-connect. On est dans deux data centers Equinix de la région parisienne. Et en équipement, on a pris du Cisco et aussi Pure Storage, où il y a des partenariats aussi avec AWS. Et du VMware essentiellement. Et donc avec un lien, alors le lien, donc vous voyez qu'en fait la tendance c'est ça, c'est que tout ce qui vient, tout ce qui est web, nativement c'est AWS. Donc les sites carglass.fr, les sites marque blanche pour les clients assureurs. Et au milieu ça dépend. Donc en fait il y a une tendance, c'est que le on-prime ne va pas monter, mais c'est plutôt le AWS qui va s'étendre. Ce qui est échangé en fait entre maintenant les 2 mondes via Interconnect, en fait nous c'est des web services, c'est du temps réel, donc on a besoin de performance parce qu'en fait quand on va sur le site carglass.fr, c'est pour prendre rendez-vous. Et prendre rendez-vous, dans les étapes de prise de rendez-vous, une étape c'est si on doit changer, donc on fait le diagnostic,
On voit si par exemple on doit changer votre pare-brise. S'il faut le changer, nous on doit interroger le back-office, la supply chain, pour savoir si le pare-brise il est disponible ou pas dans nos stocks et quel est le délai pour l'acheminer sur le centre ou chez vous ou le centre que vous aurez choisi. Donc c'est des interrogations comme ça de back-office. Après, il faut qu'on interroge le centre et les plannings des techniciens pour savoir par rapport à votre agenda, vos disponibilités, quel est le technicien qui sera disponible pour faire votre réparation et puis plugger la réparation dans son agenda. Donc tout ça, c'est des web services. Même chose quand on fait le marque blanche pour les assureurs, c'est cette fois-ci des web services qui partent vers nos concurrents. C'est pour ça que c'est très isolé, c'est des équipes isolées, c'est des gens isolés qui s'occupent de ça. Parce que c'est un service qu'on vend aux assureurs, hein, c'est pas un truc gratuit. Hein. Donc voilà ce qu'on fait, nous, concrètement, avec Interconnect. Alors, je vous ai mis un petit schéma qui est tout flou, mais on en a plein du schéma comme ça, c'est fait exprès. C'est parce qu'il y a des adresses IP dessus. Donc, c'est pour éviter de les voir, mais c'était un peu pour montrer un peu l'architecture. Donc ça, en bas, c'est le on-prime, et au milieu, c'est l'architecture qu'on a montée chez AWS. C'est un exemple, on en a plusieurs comme ça. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi AWS? Parce que dans le cloud, il y a d'autres prestataires. Si, il faut poser la question quand même. Peut-être pas ici, mais moi je la pose quand même. Alors, d'abord, c'est ce qu'on a vu. Ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment une intégration naturelle on-prime cloud. Moi, je suis ici, en fait, on ne parle que des problèmes et des nouveaux projets. Or, l'interconnexion, j'en ai jamais entendu parler, donc c'est bon signe. Ensuite, c'est la simplicité de mise en œuvre. Ça, c'est fondamental. C'est vrai que c'est simple, notamment sur les parties. Alors, vous allez dire c'est facile, on est chez Equinix. Mais sur les parties réseau, bon, si vous avez des prestataires réseau, souvent la partie réseau, en termes de délai, en termes de trucs qui ne marchent pas, c'est quand même le poste numéro 1. Je ne sais pas s'il y en a qui font du réseau. Désolé. Pour cette session, c'est possible. En plus, alors après, un autre argument, c'est ce que j'appelle un pure player. C'est-à-dire qu'en fait, Amazon, bon, il y a la culture de l'innovation, mais c'est le métier, le cloud, je ne sais pas qui l'a inventé. En tout cas, Amazon, il fait que ce métier-là. Donc, il développe toutes ses offres et ses services autour de ça, par rapport aux autres qui font certains des moteurs de recherche, d'autres des logiciels des OS, etc. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'AWS, et ça c'est vrai pour tous les fournisseurs en informatique, les pure players, ils ont une caractéristique, ils sont obligés d'être bons et rester bons parce que le jour où ils sont plus au top, et ben les clients ils n'ont plus de raison de rester. Après il y a un équilibre entre fournisseurs. Alors il y en a un autre qui fait Azure, sauf qu'on fait tous plein de Microsoft déjà. Alors, s'il y a un espion Microsoft, je les aime bien, hein, Microsoft. Mais nous, on est en Office 365, par exemple. Donc, on fait quand même pas mal de choses. On a d'autres projets avec Microsoft. À un moment donné, il faut équilibrer. Il ne faut pas, comme on dit, mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout quand on est en SaaS, quand on va renégocier le contrat après la durée initiale. Là, si on est un peu captif, ça se ressent sur le contrat suivant en termes de prix. Et puis AWS aussi, je pense que la journée, c'en est l'illustration criante, c'est vraiment l'innovation à tout va, et c'est vraiment maintenant des services, 160 services. Enfin, on ne sait plus trop où donner de la tête, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça permet de faire des choses assez rapidement. Alors après, le problème, c'est avoir les compétences, les salaires vont augmenter. Là. Et puis le dernier point quand même, c'est que ça marche. C'est quand même le point essentiel quand on est DSI, c'est quelque chose qu'on aime bien. Parce que, comme je vous dis, souvent on est sur les trucs qui ne marchent pas. Donc voilà, juste le petit témoignage sur l'intérêt
du cross-connect pour nous, l'interconnect entre Amazon et l'illustration sur notre infrastructure hybride, avec quand même qui est neuve, même si on a des vieilles applications dessus, et avec AWS qui nous permet vraiment d'ouvrir notre système d'information et puis de le faire évoluer. Merci. Merci. Merci Didier pour cette intervention. Du coup, on va passer un peu plus de temps. On va revenir sur les choses un peu plus techniques. Et on va faire un petit zoom sur comment faire en sorte, comme Didier, d'être tranquille et notamment monter de la haute disponibilité sur son lien réseau pour ne pas entendre parler de la connectivité une fois qu'elle est en place. Donc on a vu tout à l'heure qu'on montait une liaison Direct Connect pour justement constituer cette architecture hybride. Et dans le cas de Carglass, on aurait ici les applications historiques et les grosses bases Oracle, et sur la gauche, l'innovation, les autres applications, le mobile, etc. Dans le cas de ces connexions, il faut bien comprendre qu'on a une liaison qui est performante au débit faible latence, mais on n'en a qu'une seule. Et là, on a vraiment un SPOF, vraiment un point où, si on a une perte de ce lien, on perd l'accès réseau. Sachant que ce lien, il faut faire attention. Ici, on a pris le cas idéal, on est déjà colocalisé, mais il peut y avoir d'autres personnes sur le chemin, notamment des opérateurs télécoms, qui eux-mêmes rajoutent leurs contraintes de disponibilité. Donc une des premières pratiques qu'on fait avec nos clients lorsqu'on veut faire une résilience à moindre coût, ça va être monter un VPN en parallèle. Notamment si on a des applications qui n'ont pas besoin de débit très important, on peut peut-être accepter une latence un peu plus élevée. À un moment, on aurait un incident sur la liaison principale. Heureusement, ces incidents ne sont pas très nombreux, malgré tout, mais c'est une possibilité. Néanmoins, en revanche, si on a des débits plus importants, le VPN ne va pas être forcément capable de soutenir les débits nécessaires pour assurer la résilience en cas d'incident. Une deuxième option, ça va être de multiplier les connectivités Direct Connect. Alors, on peut le faire comme ça, mais c'est clairement pas notre recommandation. Là, on a monté 2 liaisons Direct Connect sur 2 routeurs de chaque côté. C'est une forme de résilience, c'est possible, mais attention, on est quand même sur un seul emplacement Direct Connect. Donc, absolu, il faut considérer qu'un site peut être perdu dans sa globalité. Et on n'a pas la résilience qu'on souhaiterait. Donc, une meilleure option, qui est des fois malheureusement plus coûteuse, parce que si vous êtes présent à Equinix, vous n'êtes pas présent ailleurs non plus. Donc, il va falloir acheminer le flux jusqu'à cet deuxième endroit. C'est d'avoir 2 emplacements de Direct Connect qui assurent une redondance parfaite entre les 2 sites. Dans ce cas-là, si je perds l'équipement du bas, je vais pouvoir monter par en haut et inversement. Alors, on est souvent plutôt sur des principes actifs-passifs sur ce genre d'interconnexion. On peut faire de l'agrégation de liens au sein d'un lien Direct Connect sur la même zone, mais pas sur 2 géographies différentes. Et enfin, si on veut aller un peu plus loin, on peut monter un VPN en secours. C'est-à-dire que ça, c'est la Rolls. J'ai un VPN par-dessus mes 2 connexions Direct Connect pour assurer vraiment toute la disponibilité que je souhaite. Par défaut, tous les équipements de routage AWS, notamment le routeur d'un VPC, va toujours privilégier la liaison Direct Connect si elle existe par rapport au VPN. Et après, pour gérer l'équilibrage du flux, en tout cas la priorisation entre 2 liens Direct Connect, on peut utiliser des mécanismes BGP, de taille de chemin BGP, pour privilégier un lien ou un autre et faire en sorte que si le lien principal tombe, le second revienne. Pour les questions, on peut se voir après si vous voulez. C'est possible? On se verra juste, je reste là à peu près. Donc en résumé, sur Direct Connect, sur la flexibilité, alors, on est moins flexible qu'un VPN, ce n'est pas un circuit logique qu'on monte, c'est quand même une connectivité physique. C'est flexible en termes de présence, on a 89 emplacements disponibles et beaucoup plus via grâce à des partenaires réseau qui peuvent justement acheminer jusqu'à ces points de présence. Lorsque vous êtes vous-même présent sur un point de Direct Connect, la durée de mise en œuvre de la connectivité physique, c'est couramment 72 heures. Il faut rajouter par-dessus toute la configuration logique au niveau BGP, au niveau routage, sur vos routeurs et au sein du compte. Et plus couramment, néanmoins, quand on travaille avec des opérateurs télécoms, et c'est souvent le cas, la mise en œuvre globale, on parle de semaines. Pour la plupart des clients, ce n'est pas forcément un point bloquant, parce qu'on va souvent commencer en VPN lorsqu'on commence sur le cloud. Et c'est justement lorsqu'on commence à avoir des cas d'usage qui décollent et commence à avoir justement un nombre d'applications significatif dans le cloud qu'on va monter ce lien Direct Connect. Il faut le prendre en compte, c'est quand même pas des délais très très courts. En termes de résilience, elle n'est pas naturelle sur Direct Connect. Je le rappelle, ce n'est pas un service qui est naturellement résilient. On a une connexion unique, mais on peut la monter avec plusieurs liens Direct Connect ou avec des VPN comme on l'a vu avant. Et on vous encourage fortement à le faire. Si ce n'est pas via des Direct Connect parce que c'est trop coûteux, montez au moins un VPN ou ayez un VPN prêt à démarrer lorsque vous détectez un incident. En termes de coût, le coût au port va être plus élevé que sur la partie VPN, parce qu'on va occuper un port physique. Alors ça commence à 3 centimes
dans un port logique à 50 mégaoctets par seconde, et ça monte à 2,25 dollars de l'heure sur les ports à 10 gigabits. En revanche, pour les données entrantes, elles sont toujours gratuites, mais les données sortantes sont à 2 centimes, versus 9 centimes qu'on a vu précédemment. Donc c'est beaucoup plus rentable, dès qu'on travaille sur des gros volumes, de passer par Direct Connect. On a bien sûr aussi par-dessus cela de la qualité supplémentaire, en termes de qualité réseau. Il faut aussi bien sûr prendre en compte le coût opérateur telco, ou le coût de colocation, si vous mettez un routeur à côté d'une autre, vous décidez explicitement de mettre un routeur pour cette raison-là, pour faire l'équilibre global. C'est rarement des projets qui sont la mise en lien des Direct Connect est vraiment un projet ad hoc lié à un projet particulier. C'est sur une gamme de projets, sur un ensemble de programmes dans le cloud qu'on va constituer un Direct Connect pour répondre à plusieurs projets entre eux et rentabiliser l'investissement dans la globalité. En termes de performance, donc, les liaisons dédiées sont à 1 giga ou 10 gigabits. Et après, via les partenaires, on peut passer de 50 mégabits par seconde, à 10 gigabits par seconde. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les liaisons partenaires étaient limitées à 500 mégabits par seconde. On peut maintenant monter à 10 gigas. Ça date d'il y a 2 semaines environ. Si inversement, vous avez besoin de beaucoup plus de performance que 50 mégabits, 100 mégabits, de 5 mégabits, mais de monter jusqu'à 40 gigabits, on peut agréger jusqu'à 4 ports physiques. Donc l'agrégation permet de faire 4 ports 10 gigas et d'arriver du coup à 40 gigabits par seconde. C'est la limite. Et ensuite, on peut aussi faire de l'ICMP pour utiliser des chemins multiples en Direct Connect. Je vous remercie pour votre attention. Je suis là aussi, je reste un petit peu si vous avez des questions, c'est des sujets de mise en œuvre. On a resté sur une session high level, on a une session plus poussée après. Quelques recommandations. Ce matin, on avait une session sur les régions qui a été filmée, donc vous pourrez la revoir après, mais elle est déjà passée. Nicolas Malaval fait une session dédiée sur la configuration réseau, comme on l'a vu là, mais dans une approche multi-compte. Parce que souvent aussi, quand vous considérez Direct Connect, vous avez plutôt une entreprise de taille importante et potentiellement plusieurs comptes AWS. Et comment gérer ça à l'échelle peut être un sujet. En tout cas, on a des retours d'expérience à vous donner sur le sujet. Et enfin, Adrian fera une session aussi sur les architectures mondiales multi-régions, pour comment utiliser avec la collectivité une architecture multi-région pour être au plus proche de vos clients. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à rappeler un petit sondage et n'hésitez pas à bien poser des questions après. Merci.